bien, bonjour à tous. Bienvenue à nos côtés ce matin dans ce webinaire qui est de nouveau dédié au Digital Asset Management, mais alors sur un sujet un peu plus précis, cette fois-ci un peu plus ciblé, qui est la place du Digital Asset Management dans la gestion du packaging et du brand content. Je suis Eric Leven, je suis journaliste pour Archimag, responsable de l'agence digitale d'Archimag, et je suis accompagné, comme la semaine dernière et comme il y a 15 jours, d'un expert du sujet, en la personne de Frédéric Sanui, qui est fondateur et CEO d'Activo Consulting. Bonjour Frédéric. Bonjour Eric et bonjour à tous et très heureux de vous retrouver. Alors, pourquoi ce webinaire, ce troisième webinaire? Parce que je vous rappelle qu'Archimag a édité il y a on va dire une dizaine de jours, une quinzaine de jours maintenant, son nouveau guide pratique, le numéro 66, qui est consacré à la valorisation des ressources multimédia. Alors, un guide qui offre un large panorama du marché du DAM, du Digital Asset Management, de ses enjeux, de ses acteurs, des solutions qu'il compose, etc. Un guide auquel d'ailleurs Frédéric a largement contribué et que je vous conseille de lire si vous êtes à la recherche de conseils et de solutions sur le sujet. Alors sachez également qu'Archimag a édité l'an dernier un e-book qui est entièrement consacré au Digital Asset Management avec plusieurs partenaires, dont Frédéric de nouveau. Cet e-book, il est accessible en ligne ou téléchargeable au format PDF et vous verrez qu'il mêle interview vidéo et contenu écrit. Alors vous verrez, c'est assez complet. Ça vous donnera pas mal de clés pour aborder le sujet en complément du guide. Et puis de toute façon, vous aurez tous les liens. Vous verrez qu'à l'issue du webinaire, on vous enverra le support que vous allez voir défiler devant vos yeux. Et vous aurez toutes les URL et tous les liens nécessaires pour accéder à ces contenus. Alors je vous rappelle que pendant ce webinaire, vous pouvez poser toutes les questions que vous avez envie via l'onglet questions de la solution. Voilà, on essaiera d'y répondre soit en temps réel si on peut, soit à la fin. Voilà. Alors, on a vu, il y a 15 jours, on a exploré un peu les fondations du DAM il y a 15 jours dans un premier webinaire. La semaine dernière, on a vu comment le DAM pouvait se mettre au service du retail et du e-commerce et s'inscrire dans un écosystème très spécifique. On va voir aujourd'hui comment le DAM peut être utile à la gestion des contenus de marque et plus particulièrement du packaging. Alors, je ne vous apprendrai rien en vous disant qu'aujourd'hui, le packaging est un élément totalement à part dans la foule de contenus développés et produits par une marque, que son importance est capitale en matière d'identification, mais aussi de communication, d'expérience client, de vente, et que les cycles de développement, de validation et de mise sur le marché des produits doivent aujourd'hui être de plus en plus courts. Il est donc essentiel de gérer tous les artworks entrant dans la composition graphique d'un packaging avec une solution dédiée et pas avec une simple photothèque ou un autre logiciel. Alors, le packaging est par ailleurs un environnement qui est extrêmement contrôlé. Vous verrez, Frédéric reviendra sur le sujet, avec de nombreuses réglementations, et les marques font aujourd'hui face à de nouvelles contraintes, notamment sur l'usage du plastique. Voilà, alors vous verrez justement que la capacité du DAM à centraliser au mieux tous les assets est un moyen de répondre à ces enjeux particuliers. Avec Frédéric, on verra donc dans ce webinaire quelle place occupe le DAM dans cette chaîne de valeur. Nous verrons également comment ces logiciels permettent de gérer de manière efficace les éléments graphiques du packaging depuis le brief initial jusqu'à la production finale. D'autant que, vous le savez certainement, le cycle de développement des emballages fait généralement intervenir de nombreux intervenants issus de différents univers. Ça peut être l'agence de design, le service juridique, la R&D, une boîte de traduction, le service marketing, etc. Et que pour les accélérer, il est important de fluidifier ces processus et d'assurer une parfaite traçabilité de ces derniers. D'où l'importance des fonctionnalités qui sont proposées par certaines solutions de DAM, comme la création de workflow, des fonctions collaboratives ou encore des outils de gestion de projet. Donc, alors voilà Frédéric, on a vaguement planté le décor, mais quels sont les défis de la gestion du packaging, les défis qui se posent aujourd'hui Ouais. en la matière? Alors effectivement, merci Eric, c'est plus qu'une bonne introduction. Je pense que tu as parfaitement, en tout cas, mis en valeur les points essentiels. Et je crois qu'effectivement, après avoir vu les fondamentaux du DAM dans sa globalité, en termes d'organisation d'assets, de gestion de métadonnées, puis avoir vu un cas d'usage lié à tout ce qui est syndication la semaine dernière pour une marque entre le DAM, le PIM et CMS, je pense qu'effectivement,
ce dernier jalon, avant de revenir sur des choses plus traditionnelles sur l'organisation de librairies d'assets la semaine prochaine, le packaging est véritablement un marché extrêmement porteur. Et je dirais un petit peu pour tout le monde, hein. C'est-à-dire aussi bien pour les clients, bien entendu, et pour les marques dans la commercialisation et la mise en valeur de leurs produits, mais également pour les éditeurs de solutions. Ça reste un marché extrêmement porteur en termes de revenus, très clairement. Ce sont des marchés qui ont souvent beaucoup plus de moyens, on va dire, que des marchés plus classiques tels que la grande distribution. Et finalement, le DAM n'a jamais été aussi au cœur, notamment depuis ces dernières années, au cœur du packaging. Donc, au-delà, effectivement, comme tu le rappelais, de la gestion d'assets classiques, le DAM est véritablement dans ce contexte-là un cas d'usage parfait pour gérer, on va voir tout cet enrichissement lié au packaging. Et bien entendu, on va revenir sur quelques points majeurs tels que quelles sont les fonctionnalités clés, comment faire finalement, comment choisir une solution, est-ce qu'il en existe une, et c'est finalement tout l'enjeu de ce webinaire. Donc si on regarde un petit peu ce monde du packaging, bah, depuis ces dernières années, et bien on va dire depuis 10 ans, il a extrêmement évolué. C'est-à-dire que là, j'ai repris un visuel classique que tout le monde connaît sur les campagnes Coca-Cola qui ont été, qui ont véritablement, je pense, lancé toute cette notion de personnalisation du packaging. Et on voit très clairement bah, que finalement, un packaging peut être décliné suivant différentes variantes, différentes couleurs, différentes personnalisations. Donc là, finalement, ce visuel-là est bien l'incarnation finalement complète finalement en tout cas de l'enjeu pour les marques à travers le packaging. Et en parallèle, j'ai voulu représenter cette étude qui montre clairement finalement quelles sont les demandes des marques. Et les demandes des marques, on peut le voir, elles veulent plus de workflow, elles veulent plus de personnalisation, plus d'automatisation pour un seul enjeu, la mise en avant de la marque en tant que telle. Voilà. Donc ça, c'est véritablement finalement l'enjeu auquel devront répondre les solutions. Et pour terminer en termes d'études et de présentation, alors bien entendu, toutes ces études, comme le précisait Eric, vous pourrez cliquer dessus, ça va dès que c'est en bleu et même sur les visuels, vous serez directement redirigé vers le PDF ou l'étude en question. Et cette étude est une étude qui n'est pas forcément récente, elle a 3 ans, mais c'était une très bonne étude qui avait été menée en collaboration entre Forbes et puis PwC, surtout sous l'égide de PwC, et qui finalement reprenait sur une étude assez large les demandes clients liées autour de gestion de la marque. Et en fait, on voit aussi là tout le challenge finalement aussi pour une marque à travers un produit, à travers du packaging, c'est de pouvoir véritablement distribuer son contenu sur tous les sur tous les canaux de communication. Voilà. Et c'est un simple packaging qui on va voir est un élément technique assez complexe. Ben, il faut être en capacité de pouvoir le redistribuer sur tous ces canaux, les réseaux sociaux. Donc on retrouve toujours cette notion de distribution qui est véritablement au cœur, qui est véritablement au cœur du DAM, hein, du moteur du DAM. Et on va voir que le DAM va être ce moteur qui va permettre de processer des fichiers et en même temps de pouvoir les distribuer. Donc le défi des marques, comme Eric l'a précisé au début, un certain nombre de points marquants. Alors j'ai essayé sur 2 slides de vous présenter l'essentiel. Effectivement, c'est le nombre de produits et de visuels donc, qui est en augmentation. En augmentation notamment relatif à beaucoup plus de visuels à gérer parce qu'on va avoir différentes versions à gérer. On va avoir aussi des notions de traduction. Donc vous voyez que on n'a pas simplement que des images, on a aussi du texte associé et ce texte indirectement, puisque si on essaye de faire le parallèle aux dames, ça va être des métadonnées en plus à gérer. Voilà. Donc à partir d'un même produit, aujourd'hui il est très courant de devoir gérer une dizaine de déclinaisons. Donc le produit en tant que tel est donc de fait beaucoup plus complexe. Et le défi des marques à un moment donné, bah, c'est de pouvoir retrouver ces différentes versions de packaging une fois que le projet est arrivé à la fin, en termes aussi bien d'archives, d'historique. Donc ce nombre croissant de visuels est vraiment impératif. Le deuxième point qui vient tout de suite à l'idée, et c'est aussi là qu'on va faire une vraie différenciation quand même aussi dans les solutions et à un moment donné dans le choix que vous aurez à faire,
c'est véritablement sur la partie du fichier en tant que tel. Jusqu'à présent, on a vu un certain nombre de cas d'usage où on était sur des visuels relativement simples. Tant qu'on reste sur des éléments type JPEG, ce qu'on appelle raster, globalement, toutes les solutions sont capables de gérer une photo JPEG, voire même une vidéo. Là, on est sur quelque chose de plus spécifique, à deux titres. Très souvent, on va devoir gérer ce qu'on appelle un document PDF, mais pas un PDF issu d'un document Word. C'est un PDF qui va être issu très souvent soit d'un illustrateur, soit de logiciels dédiés au packaging, comme typiquement ArtPro, ou voire d'un InDesign. Dans tous les cas, on va récupérer un PDF qui va être beaucoup plus complexe, qui ne sera pas simplement du texte avec quelques images. Ça, c'est globalement assez facile à gérer. Mais là, on va avoir un enrichissement très complexe avec des notions de prévisualisation, des notions de haute définition, des notions de couleur, puisque une des particularités du packaging, et pour une marque, c'est d'avoir un échéancier de couleurs et finalement de lier sa marque aussi ce qu'on appelle des tons directs. Donc là, beaucoup plus complexe à gérer. En même temps, le défi des marques, c'est, comme on l'a vu, c'est de la distribution, fruit aussi d'un certain nombre de réglementations, on va le voir après. Donc il y a aussi un gros travail qui est fait, là où le DAM aussi peut apporter sa pierre à l'édifice, dans tout ce qu'on appelle le smart packaging, c'est-à-dire la capacité de lier, typiquement, vous avez un QR code, vous scannez, vous avez une information. Alors aujourd'hui, on fait plein de choses extrêmement intéressantes. On peut avoir des animations, même par exemple sur des médicaments. On peut avoir une explication, typiquement, je citerai par exemple Tetra Pak qui avait fait toute une animation quand on scannait son QR code avec un petit bonhomme. Donc ça, pour les enfants, ça peut être assez sympa. Et en parallèle aussi, on a toute la partie Hero Image, tout ça sous la gouvernance de GS1, qui est une organisation qui vise à apporter un certain nombre de standards. Là aussi, si vous voulez plus d'informations sur GS1, vous cliquerez sur le petit logo. Et le Hero Image, c'est la capacité finalement à présenter une information claire et standardisée et ne pas se retrouver finalement avec des affichages dans tous les sens. Donc en tout cas, toute cette, tous ces éléments à gérer, c'est d'autant plus de visuel en tout cas à supporter. L'autre défi des marques, alors bien entendu, ça c'est, Eric le rappelait très justement tout au début de notre présentation, c'est ce qu'on appelle les process. Globalement, dans le packaging, on est très souvent dans des milieux où on va démarrer un projet, donc on va partir d'une collection d'assets et commencer un projet à partir de cette collection d'assets ou alors assets au sens large du terme, hein, ça peut être PDF, images, etc. Mais on va devoir en tout cas essayer de se caler au plus proche du flux de validation dans l'entreprise. Et ce flux de validation, il peut être simple comme il peut être très complexe dans les très grands groupes. C'est-à-dire inclure plusieurs milliers d'utilisateurs, dans tous les cas plusieurs groupes, avec différents rôles. Et là, on a une véritable notion de validation qui va plus loin que ce que l'on peut voir classiquement je dirais, les dames classiques. Vous avez sans doute vu dans certaines solutions de dames, via le jeu de métadonnées, on a un asset, on dit oui, on dit non. Bon, ça c'est bien, mais on va dire que c'est qu'un jalon. Très souvent, dans ces process métiers liés au packaging, on va devoir, en tout cas, essayer de dessiner tout un process qui comprend différents jalons. Et donc là, on est véritablement sur du workflow. Ce sont aussi des projets qui demandent à être connectés. Très souvent, l'information, notamment liée au projet, va être issue d'une source type ERP, PLM, PIM, etc. Le plus important aussi, c'est tout ce qui est régulation. Très souvent dans le DAM, on parle de standards et c'est une des grosses donnes, notamment cette année dans le DAM, où un certain nombre d'organisations travaillent à de nouveaux modèles de DAM. Mais voilà, c'est un travail qui est encore en cours. De l'autre côté, le packaging n'a pas attendu, en tout cas, ces points. Et de fait, puisque l'on parle aux consommateurs, un certain nombre de régulations liées en tout cas à la circulation des biens sont en cours. Alors là, je vous ai mis l'essentiel de ces régulations. Là aussi, vous pouvez cliquer dessus pour reprendre un petit peu tous ces éléments. Alors, on a typiquement, par exemple, la norme INCO. Alors, je vais rapidement vous présenter les choses. En fait, ce sont quand même des normes qui entraînent des changements importants. Notamment, la norme INCO impose désormais l'étiquetage de 12 mentions obligatoires telles que la dénomination, la liste des ingrédients ou encore la déclaration nutritionnelle et de certaines mentions complémentaires. Donc, des choses qui sont de plus en plus importantes pour une marque.
qui vise quand même à simplifier, harmoniser et clarifier l'étiquetage des denrées alimentaires commercialisées dans l'Union européenne. Donc voilà, tous ces éléments, ça paraît anodin, mais c'est extrêmement important. De la même manière que l'on a, par exemple, pour cette réglementation qu'on appelle 21 CFR par 11, donc là, ça paraît extrêmement technique. Là aussi, c'est toute une réglementation qui est liée, qui va reprendre en détail l'utilisation des documents et leur signature électronique. Donc là aussi, comment finalement comment je veux dire, les solutions vont pouvoir répondre à cette norme. Donc dans tous les cas, vous pourrez retrouver beaucoup plus d'informations en cliquant sur chacun de ces liens et un certain nombre d'organisations, en tout cas, travaillent à la régulation et ça c'est véritablement très important et ça doit être inclus dans les solutions. Voilà. La sécurité, parce qu'effectivement on parle de marque, donc là, même si c'est un petit peu on va dire un fil conducteur sur tous nos cas d'usage avec le DAM, on est d'autant plus, la sécurité d'autant plus importante, et bien entendu la notion de traçabilité de KPI, parce qu'à un moment donné, compte tenu de ces flux extrêmement complexes, la marque va avoir ce besoin d'identifier dans ce process où est-ce qu'on a eu certains blocages, comment améliorer ce process, comment le rendre plus efficient. Et donc du coup, là, j'ai représenté de façon un peu simpliste, mais typiquement une gestion de projet et de workflow, donc qui implique automatiquement un certain nombre de responsables de projet, de clients, de prestataires qui ont différents rôles et qui sont amenés à un moment donné à travailler sur le packaging en tant que tel et sa complexité comme on vient de le voir. Donc voilà, là on voit très bien, on récupère de l'information en entrée, on a différentes déclinaisons, différentes variantes de notre packaging, on a différents types de textes, on retrouve différentes catégories de métadonnées. Donc là, toute l'importance aussi, tout l'apport que peut apporter le DAM à ce niveau-ci dans la gestion de toute la complexité des informations texte, et tout ça pour un but de distribution sur toutes les plateformes comme on a pu le voir au tout départ. Donc finalement, on en revient à notre schéma classique au niveau de l'asset management. On a toute cette création de médias extrêmement riches. Et rappelez-vous, il y a 15 jours, hein, je présentais ce même graphique. Ce ne sont pas simplement des images et des vidéos. Là, on est typiquement dans un cas d'usage, comme vous le comprenez, beaucoup plus complexe, avec des PDF qui sont très complexes, avec des fichiers natifs plus complexes. Et le DAM, bah, son but, c'est quoi? Bah, c'est toujours de suivre, en tout cas, le cycle de vie de ces médias, mais avec une granularité en termes de fonctionnalité plus importante. Bien entendu, les métadonnées, parce que comme on vient de le voir, c'est vraiment la base de l'asset management, et on ne sera pas simplement sur des métadonnées standards. Rappelez-vous que j'ai longuement évoqué l'importance de l'IPTC et l'XMP, mais très souvent dans un cadre plus de gestion d'illustration. Là, on est sur des métadonnées beaucoup plus métiers, donc personnalisables, et là, il faudra bien entendu que le client puisse personnaliser ses métadonnées, puisque chaque client a sa propre histoire et son propre métier, plus les notions de validation, de workflow. Voilà. Donc là, on a un cocktail, en tout cas, de fonctionnalités représentées au centre, qui est en tout cas la parfaite représentation des défis qu'une solution de DAM doit avoir, en tout cas, comme minimum, comme prérequis pour gérer des environnements contrôlés tels que le packaging. Bien entendu, la partie distribution reste à peu près la même, mais elle est aussi source de nombreux défis, comme vous le savez. Alors, tu parlais justement de fichiers complexes dans cette gestion de packaging. Alors, elle est où cette complexité finalement? Est-ce que tu peux nous expliquer Ouais. pourquoi ces fichiers sont plus complexes que les autres? Alors, en fait, j'ai pris un exemple là. J'ai pris l'exemple d'un éditeur qui a justement cette fonctionnalité-là. Et en fait, complètement sur sur ce fichier-là, qu'est-ce que l'on voit? Bah, on voit finalement un certain nombre de listes de couleurs. Bah, ces couleurs, on a ce qu'on appelle des couleurs de séparation. Alors, sans rentrer dans le détail et sans faire une formation complète sur les espaces colorimétriques, vous avez globalement deux espaces que sont la partie RVB classique, hein. Vous prenez votre appareil photo, que vous êtes dans cet espace de couleur qui est très large. Après, vous avez un espace plus restreint qui est l'espace de séparation cyan, magenta, jaune, noir, donc que l'on voit sur les premières composantes, qui est globalement l'espace colorimétrique utilisé aujourd'hui dans tout ce qui est impression. Et puis après, on a le packaging.
Et comme je le précisais, bah, dans le packaging, on va rajouter un certain nombre de tons directs. Ces tons directs, c'est très souvent la marque et l'identité, en tout cas pour une marque, de la représentation de son produit. Donc ça peut être, je sais pas, ça peut être un bleu, on parle souvent par exemple du bleu métro, ça peut être le jaune d'une marque X ou Y, enfin voilà, c'est-à-dire qu'une marque va en tout cas se créer une couleur, et cette couleur, à un moment donné, il va falloir être capable de l'afficher. Alors évidemment, là on est dans un cas précis d'affichage qui est très technique, hein. On n'est pas simplement dans une petite lightbox, dans un DAM où on clique, on voit un aperçu, et là on est dans un environnement complètement contrôlé. C'est-à-dire contrôlé couleurs, contrôlé en termes aussi de profil. C'est ce qu'on appelle des environnements soft-proof. Voilà. Donc là c'est vraiment quelque chose d'à part. Où finalement très peu de solutions sur le marché sont capables d'offrir cet apanage de solutions. Maintenant, on le verra, et ça sera aussi un petit peu ma recommandation, on a quand même beaucoup de technologies émergentes aujourd'hui, et fruit d'intégration intelligente, on peut, le cas échéant en tout cas, apporter cette fonctionnalité, puisqu'un certain nombre de systèmes le permettent. On va voir aussi, alors, au-delà des couleurs, on a aussi tout ce qui est notion de transparence. Il est hyper rare aujourd'hui si vous prenez par exemple un fichier packaging issu d'un emballage X ou Y, si vous essayez de l'ouvrir si vous aviez en tout cas le fichier natif PDF, si vous l'ouvrez sur votre machine, il est vraisemblable que vous ne serez pas en capacité, en tout cas, de voir tous les éléments graphiques de ce PDF-là. Donc là aussi, parce que on a une complexité dans cet affichage-là, avec des notions de transparence et d'opacité. Enfin voilà, je vais pas refaire, en tout cas, aller plus dans le détail, mais on comprend toute la complexité, en tout cas, du fichier packaging en tant que tel, avec aussi des notions de révision, des capacités d'annotation. Donc là, on est vraiment dans une niche d'éditeurs qui sont capables, en tout cas, d'apporter ces fonctionnalités. Et avec toujours, et là je cite le Ghent Workgroup, là aussi, qui est une des organisations qui travaille à l'élaboration des standards liés autour du PDF. Donc là aussi, si vous voulez en savoir plus, vous cliquez sur le logo, et un très bon site vous attend derrière, avec plein d'informations sur votre métier, etc. Et beaucoup d'animations autour de ce standard-là, parce que le PDF, comme je le dis, c'est pas un PDF qui sort d'un document Word, donc beaucoup plus complexe. J'ai un deuxième point, donc là, au tout début, quand je vous parlais de la partie Coca-Cola, typiquement de la campagne Coca-Cola, on est de plus en plus dans cette personnalisation. Alors là aussi, un certain nombre de solutions, et de plus en plus, je dirais beaucoup plus que ce qu'on a vu précédemment, permettent de personnaliser votre contenu. Alors, on a deux types de comportements. Là aussi, on peut avoir des personnalisations qui sont faites plus côté web que côté fichier natif, mais on pourra toujours sortir un PDF à un moment donné. Ou alors des personnalisations qui vont être faites directement sur un fichier natif type InDesign, qui est de plus en plus, en vogue à ce niveau aussi, parce que là aussi, fruit d'un certain nombre de gestions, de versions, de variantes, etc. InDesign a aussi de plus en plus la cote, parce qu'il va être beaucoup plus performant dans la gestion du multipage, de l'agrégation d'informations, que ne l'est Illustrator, en sachant qu'Illustrator peut tout à fait être importé dans un fichier InDesign. Donc là aussi, on ne va pas rentrer dans des éléments trop techniques, mais là, on a des solutions techniques du côté de chez Adobe avec les logiciels, et les éditeurs de dames essayent en tout cas de ramener l'utilisateur finalement dans le DAM, pour essayer d'avoir un minimum de personnalisation. On va pouvoir changer un logo, une image de fond, etc., etc. Et le troisième point, qui est pour moi, alors, sans doute le plus important, ça va être tout ce qui va être gestion de process métier. Alors typiquement, comme vous pouvez le voir sur le graphique du milieu, avec différentes étapes, on va essayer de contrôler. Alors on peut avoir des vérifications qui sont faites côté marketing, côté technique, côté prestataire. Tout ça, c'est géré par des éléments de projet, tels qu'on peut le voir avec
ce qu'on appelle des tableaux de bord à la Trello, des diagrammes de Gantt, etc., etc. Donc là, on est véritablement aussi au cœur des process métiers, mais là aussi, les solutions de DAM et tous ces écrans sont issus de solutions qui existent sur le marché, hein. Donc, en tout cas, les solutions sont présentes, sont de plus en plus enclins à pouvoir répondre à cette notion de processus métier. Parce que finalement, si on garde uniquement la fonctionnalité, j'ai un asset, je le partage avec travers un lien, bon, on garde cette notion de DAM euh, comme organisation centrale des documents électroniques, mais en même temps, on n'est pas vraiment dans une notion de validation. Alors qu'à partir du moment où on a ces flux de validation, effectivement, ça nous permet d'offrir en tout cas un nouveau visage aux DAM beaucoup plus dynamique. Et le dernier point, bah, ce sont tout ce qui est KPI, BI. Alors, à travers ces deux acronymes, bon, KPI, je pense que c'est un terme que les gens connaissent, qui est relatif à tout ce qui est statistique. Mais dans le packaging, on va aller beaucoup plus loin. C'est pas simplement le fait de savoir qui a uploadé, qui a fait quoi et comment, ce qui est globalement finalement les analytics que l'on a dans la plupart des solutions de DAM, fruit justement de ces différents process métiers. La marque va avoir ce besoin d'expression d'être capable d'agréger des informations liées à des métadonnées du projet, des métadonnées liées à d'autres sources d'informations, être en capacité par exemple aussi de mesurer les temps de validation entre chaque étape. Donc on voit tout de suite qu'on va être plutôt sur ce qu'on appelle du BI, qui est de plus en plus aussi couramment utilisé, que l'on voit aussi de plus en plus intégré dans des solutions de DAM natives, comme option en tout cas au niveau de tout ce qui est analytics, mais en tout cas là aussi, depuis 2 ans, il y a une démarche d'un certain nombre d'éditeurs pour apporter véritablement des analytics intelligents. Et à travers le BI, aujourd'hui, on a une vraie capacité à mesurer la performance de tous ces projets. Et c'est aussi important, comme on l'a rappelé la semaine dernière, pour aussi valider la solution auprès d'une direction, auprès de responsables de la marque, pour montrer l'efficacité finalement de la solution, puisque si l'on part sur une solution, c'est pour résoudre un problème qui est celle de la distribution, de l'aspect collaboratif et de la validation des assets. Alors, clairement, en t'écoutant, Frédéric, je me dis quand même qu'il y a pas beaucoup de solutions qui peuvent répondre à ces besoins et qui intègrent toutes ces fonctions. On peut peut-être citer ESCO, Ouais, alors, Web Center, ouais, DADX, c'est MediaBox, c'est ça? ouais, c'est ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, sur le marché, on est sur un périmètre, si on essaye de recouvrir ces éléments de workflow, de, 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 de visualisateur haute définition en mode couleur contrôlée, alors vous avez des éditeurs effectivement comme Danim avec ES, vous avez Esco avec Web Center, vous avez Abri Software aussi qui a des éléments. Enfin, ce sont tous des acteurs qui sont très liés soit aux environnements print et packaging, de fait. Donc il y a quand même du choix. À un moment donné, on peut effectivement, en tout cas, trouver réponse aussi bien en termes de solutions que de prix, avec aussi des solutions qui sont de plus en plus vers le cloud. Donc là, qui poursuit la tendance actuelle. Après, on a aussi de plus en plus, et ce que je vois auprès d'un certain nombre de grandes marques, ou en tout cas, certaines agences qui travaillent avec les marques vont proposer ce qu'on appelle des développements personnalisés. Puisque finalement, on est dans une expression de besoin qui est très complexe, mais en même temps, rappelez-vous que ces dernières années, de plus en plus, ces solutions proposent en fait leur API. Et aujourd'hui, beaucoup de solutions de DAM, comment elles sont construites? Elles sont construites d'abord, on construit d'abord une API et après on va construire une interface, alors que ce soit des interfaces modernes type Angular, React, etc., mais qui vont se nourrir de ces API. Donc là, un certain nombre d'agences, typiquement, bah, ont pris en tout cas ce biais-là afin de personnaliser la solution véritablement et en faire un produit en tant que tel. Du coup, on se retrouve avec des solutions sur le marché bah, je crois que tu le citais, par exemple, tel que Mediabox chez Diadéis, qui est le fruit d'une agrégation intelligente finalement d'un certain nombre de services. Voilà. Et là, c'est assez intéressant de voir l'évolution de tous ces produits, de voir comment les clients vont réagir par rapport à ça. Donc, dans tous les cas,
On va avoir la capacité de proposer des outils performants, graphiquement, visuellement, qui permettent à l'utilisateur de s'engager, parce que finalement, dans ces clés de choix, je ne cesserai de le rappeler surtout en 2020, l'expérience utilisateur est vraiment importante. C'est vrai qu'avec un certain nombre d'éditeurs aujourd'hui, entre guillemets historiques, on a très souvent des environnements très techniques, donc c'est pas forcément évident de s'y retrouver. C'est aussi pour ça le choix d'un certain nombre, finalement par exemple d'agences, de se dire bah nous on va reconstruire notre écosystème parce qu'on le veut plus simple et que l'expression de besoin elle n'est pas forcément là. Voilà. Mais en tout cas, on a la capacité de d'agréger un certain nombre de technologies pour construire finalement une plateforme qui va répondre parfaitement aux besoins. Mais c'est vrai que ça reste quand même un marché un peu à part, mais ça reste quand même un marché extrêmement important en termes de valeur ajoutée à tous les niveaux. Et c'est vrai que c'est peut-être un peu dommage de voir certains éditeurs manquer un peu d'inspiration et éventuellement ne pas aller un peu plus dans cette direction-là. Je dirais que un deuxième marché est beaucoup plus porteur, enfin, et en tout cas voit sa part un peu plus augmentée, c'est celle de tout ce qui est brand content. Alors, brand content, ça va être quoi? C'est cette capacité de personnaliser et éditer du document en ligne. Donc là, par contre, on voit beaucoup plus de solutions de DAM aujourd'hui, alors qui ne sont pas du tout dans la gestion technique du fichier, mais qui sont dans la personnalisation. Voilà. Après, tout le monde n'a pas forcément les mêmes besoins d'expression. Dans tous les cas, les clés du choix pour quelqu'un qui est dans le packaging, effectivement, dans cette gestion complexité, ce choix sera un peu plus restreint, évidemment. Euh, et ne pas hésiter, comme chaque fois, véritablement à challenger un éditeur, c'est-à-dire qu'il faut venir avec ses propres fichiers, il faut faire des tests, toujours faire des tests classiques pour vérifier la solidité de l'environnement web, avec des glissés-déposés, utiliser la partie mobile, voir en tout cas si tous ces éléments répondent parfaitement à l'expression de besoin. Je rajouterais quand même l'écosystème. On est toujours dans cette donne où à un moment donné, il faut être connecté à quelque chose. Alors certes, la réponse classique d'un éditeur, bah oui, j'ai une API, évidemment, il y a une API. Alors déjà, il faut vérifier si l'API est bien persistante à tous les niveaux, c'est-à-dire elle soit véritablement capable d'embarquer la plupart des fonctionnalités du produit. Mais en même temps, bah, quand on a un connecteur, c'est autant de temps gagné et d'argent gagné. Donc là aussi, on l'a vu la semaine dernière, un panel d'éditeurs ont quand même cette capacité à se connecter quand même beaucoup plus facilement à un certain nombre de choses. Alors, si on résume, les clés du choix restent à peu près les mêmes que pour les solutions standards, sauf que finalement, les fonctionnalités attendues changent avec ce dont tu parlais, des fonctions de gestion de projet, de révision, Voilà, d'annotation, de collaboratif, etc. c'est ça. Je dirais que quand on reste dans un périmètre de fonctionnalité autour des process métiers, donc workflow, de gestion de projet et on va dire un peu de personnalisation en ligne, on a quand même un scope de solutions qui aujourd'hui est pas négligeable. Et je dirais que c'est véritablement la tendance, hein. Vous verrez sans doute le marché et les éditeurs en général aiment bien se nourrir d'acronymes dans tous les sens. On parle souvent de Digital Experience Management, de DXM, donc c'est un peu la tendance à ce niveau aussi pour aller au-delà du DAM et offrir en tout cas une expérience pour utiliser les assets dans un contexte de workflow et d'édition en ligne. Donc là, on a quand même un certain panel de solutions. Maintenant, dans le cas plus particulier où il faut apporter cette granularité en termes de gestion, de support de fichiers techniques, que ça soit dans tout ce qu'on a vu et la gestion du PDF en tant que tel. Évidemment, le scope est plus restreint, même si là encore, dans certains projets, comme l'ont fait certaines agences, on a la capacité de faire de l'agrégation de services et monter des solutions qui répondent aux besoins. D'accord. Et donc, alors, dans ce domaine très particulier, au fond, très plutôt restreint des solutions de DAM orientées packaging, est-ce qu'il y a des choses particulières qui se développent, des tendances? Est-ce que l'IA, par exemple, peut contribuer à améliorer ou à fluidifier ce processus? Est-ce que tu as Alors, identifié des choses? ouais, je dirais que la partie intelligence artificielle, comme pour toutes les solutions de DAM, et comme on a pu déjà le voir dans d'autres cas d'utilisation, elle a son intérêt. Tout ça, tout va dépendre finalement un petit peu du, du gradient où on va mettre l'intelligence artificielle et des capacités de la solution. Dans notre cas précis, le fait de reconnaître des éléments via des mots-clés spécifiques et pas forcément source de valeur. Je dirais qu'il y a peut-être, il y a, en tout cas au niveau de l'intelligence artificielle et du machine learning,
Je crois que je les ai cités la dernière fois, des gens comme chez Content Square travaillent beaucoup finalement à améliorer l'intelligence du parcours d'utilisateur dans une interface web. Et que globalement, si vous regardez, comme ce sont des plateformes qui deviennent assez complexes, on a très souvent une gestion, ce qu'on appelle de composants. Donc, c'est-à-dire que l'utilisateur, quand il va se loguer la première fois, il aura la possibilité de paramétrer son espace de travail et par exemple d'afficher la liste de ses projets, les derniers téléversements, les analytics relatifs aux projets en cours, etc. Euh, Finalement, le Content Square travaille par exemple beaucoup sur cet apprentissage de l'usage de l'outil par un utilisateur. Donc là, on peut imaginer pas mal de choses. Ce sont des choses déjà que l'on voit sur des développements purement web, sur le parcours d'utilisateur dans une interface web. Ça va aussi au niveau des workflows finalement, parce qu'aujourd'hui, quand on regarde des process métiers, on est sur des choses quand même aussi on va dire très manuelles. C'est-à-dire que vous avez un process métier, ce process métier, il va être construit évidemment pas à pas de façon manuelle. Là aussi, il y a des choses qui sont en train de se faire. Google, lors de sa conférence développeur l'année dernière, a montré des choses très intéressantes dans la modélisation de workflow. Donc là aussi, je dirais que c'est souvent les éditeurs les plus enclins, en tout cas les plus ouverts technologiquement, ou qui vont enrichir leur innovation avec des partnerships. Faut toujours avoir ça en tête, c'est-à-dire qu'un éditeur ne peut pas tout faire. Et finalement, son œuvre va s'enrichir à partir du moment où il pensera innovation, et penser innovation, c'est penser partnership. Ça, je l'entends en permanence chez les clients, et c'est une vraie réalité. On ne peut pas faire soi-même tout seul. Et donc, un certain nombre d'éditeurs sont en tout cas dans cette réflexion à comment apporter de d'intelligence artificielle, mais de façon vraiment très smart dans leur système. La notion de workflow, c'est véritablement une tendance. On a cité là quelques acteurs essentiels là, du marché comme Dalim, Esco, Hybrid Software, etc., qui sont des acteurs clés sur cette partie-là. Mais aujourd'hui, on voit quand même de plus en plus ces notions de validation et de métier, comme des éditeurs comme Sitecore, comme un certain nombre d'éditeurs comme ceux-ci sont aujourd'hui de plus en plus dans la création de workflow. Donc ça va devenir globalement progressivement un standard. La gestion de projet aussi, qui est beaucoup retravaillée. Il y a beaucoup de travail qui est fait aussi sur l'expérience utilisateur. Je crois que tout le monde connaît par exemple Trello, qui est un service web qu'on trouve facilement sur une application mobile. Et là aussi, il y a un énorme apport qui a été fait à travers cet outil, qui est facilement intégrable. Donc là aussi, certains éditeurs qui essayent de reconstruire les choses par eux-mêmes, il y a une API dans Trello qui est parfaitement utilisable, et vous avez une application mobile, et finalement, le client qui gère sa marque, il prend son smartphone, et il a son application Trello, et en 3 secondes, il voit où en sont ses projets, et s'il doit intervenir ou pas. Donc là, on est toujours dans des tendances aussi d'intégration, d'expérience utilisateur. Et je dirais que la dernière, c'est véritablement sur tout ce qui est analytics. On vit de la data. Finalement, le cœur du business, ça reste la data, quel que soit le métier. Et aujourd'hui, on n'est pas encore en tout cas dans une expression de besoin qui est par défaut, qui permet de répondre aux enjeux du packaging. C'est souvent le fruit d'une intégration. Donc là aussi, un certain nombre d'éditeurs travaillent à améliorer cette expérience utilisateur pour mieux analyser les éléments les projets dans ce type d'utilisation du DAM. Alors, tu parlais de l'intégration entre Trello et le DAM, mais ça veut dire que si tu utilises Trello, à un moment, tu quittes l'univers de la solution de DAM. Alors en Tu fait, intègres oui et non. En tes employés fait, connectés, mais ouais, mais en tu sors, fait, tu sors. ouais, en fait, on peut intégrer ces éléments-là dans la solution de DAM. Je crois par exemple, il y a 15 jours, je vous avais montré, par exemple, un éditeur comme Binder a parfaitement intégré une solution comme Sisense, qui est une solution ultra performante en termes de business intelligence. Et aujourd'hui, c'est proposé depuis 2 ans comme option à ses utilisateurs. Donc ça montre, et pourtant Sisense est également une solution à part, avec aussi une application mobile à part. Trello, c'est exactement pareil. Il y a simplement un moment donné, c'est est-ce que ça vaut le coup de réinventer la roue quand elle existe ailleurs? Et surtout, finalement, et on le voit aujourd'hui dans notre contexte métier, et encore plus avec ces 2 mois que l'on vient de passer de confinement, où de nouveaux acronymes sont venus ponctuer notre quotidien entre
les Zoom, les Slack, les Teams, etc. Mais tous ces environnements-là, en fait, se nourrissent simplement de web services et qu'il est très facile d'intégrer. Aujourd'hui, je vois de plus en plus une expression de besoin d'intégration d'un Slack dans, par exemple, une gestion d'annotation d'un outil. Pourquoi effectivement intégrer une gestion de messagerie dans un outil alors que personne ne va l'utiliser, puisque tout le monde va utiliser un Slack, un WhatsApp, un Teams, un Skype, etc. Donc aujourd'hui, être visionnaire, c'est quoi? C'est se mettre du côté de l'utilisateur, du client, de voir ce qu'il utilise et puis d'essayer d'intégrer au mieux. C'est la vraie innovation. Et donc dans le cas de Trello, c'est tout à fait, ce sont des choses qui sont déjà réalisées. Trello reste un service disponible sur le web, reste une super application mobile où avec deux votre pouce et un smartphone, globalement, vous arrivez à peu près à naviguer, à voir le statut de vos projets. Bah, tout ça derrière, il y a une API et vous pouvez facilement l'intégrer dans d'autres systèmes. Donc, c'est un de ces nombreux cas qui. C'est pour ça que je dis que le packaging est quelque chose de complexe, mais on a une telle multitude aujourd'hui d'écosystèmes, solutions et technologiques extrêmement intéressants que bah, soit l'éditeur, on essaye de l'accompagner, en tout cas de lui faire pousser cette expression de besoin pour qu'il y aille. Certains iront, c'est comme ça qu'à un moment donné, on a des gagnants puis on a des perdants. Soit alors, dans le cas contraire, bah, c'est là qu'on voit ce qu'on appelle des solutions homemade, hein, c'est-à-dire qui vont être faites par une agence en tant que telle, qui va prendre le lead et faire finalement ce que l'éditeur ne fait pas. Voilà. Mais en tout cas, technologiquement, beaucoup de choses sont possibles. D'accord. Bah, merci de cette précision. Alors, maintenant, tes conseils pour ceux qui sont à la recherche d'une solution, ce sont les mêmes que... Oh, ouais, je dirais que globalement, et d'ailleurs, cette slide n'a pas changé, hein, on est toujours dans une notion d'accompagnement. Alors évidemment, qui dit accompagnement par rapport à un cas métier, on va forcément avoir une compétence, en tout cas, qui va un petit peu... en tout cas, il faut être bien accompagné avec la bonne personne. Sur des environnements de packaging, bah, là aussi, il faut... Si on connaît mal l'environnement du packaging et sa complexité, comme on vient de l'évoquer, bah, c'est compliqué on va dire, d'être fort de conseil. Et vraiment toute la complexité hein, technique que l'on a évoquée. Mais en tout cas, dans tous les cas, après l'ADN reste la même, c'est-à-dire être capable véritablement de pouvoir challenger une solution, de pouvoir monter un POC, de pouvoir tester la solution. J'en reviens toujours au même leitmotiv, ne pas croire en tant que tel une solution une présentation PowerPoint, hein. Il faut vraiment tester, hein, même si c'est, on va dire, ça devient la mode ces temps-ci, mais pour les solutions, c'est exactement la même chose. Il faut vraiment stresser, et d'autant plus là, on est vraiment dans des situations, on a des fichiers très lourds, hein. Je le rappelle, on n'est pas dans des JPEG de quelques mégas, on est dans des PDF qui peuvent être de quelques mégas, mais très complexes. On peut être dans des fichiers EPS extrêmement lourds. Donc là, le moteur en tant que tel du DAM, ça est extrêmement important, en tout cas, à stresser, à challenger. Donc, toujours être accompagné. Il y a une notion aussi qui est très importante, puisqu'on parle de workflow, je crois que c'est important aussi d'avoir une bonne étude, finalement, des méthodologies de travail du client. C'est compliqué d'aller faire son marché ou ses courses dans un cocktail de solutions si on s'aperçoit que finalement, bah oui, notre workflow il est complexe parce il fait appel, on a différentes branches, etc. Et puis finalement, la solution choisie, il répond pas. Donc, il faut déjà aussi une bonne découverte, une bonne connaissance de l'expression de besoin de client avant effectivement de pouvoir commencer à sourcer les solutions à travers un RFI, un RFP. Voilà. D'accord. Merci Frédéric pour toutes ces informations. J'espère qu'elles vous ont éclairé également. Alors si vous avez des questions, elles sont les bienvenues. En attendant, je vous rappelle qu'un dernier webinaire sera organisé la semaine prochaine, toujours autour du DAM, donc le 19 mai à 10 heures, sur la gestion et la valorisation du patrimoine audiovisuel. Je vous rappelle également que les autres webinaires, c'est-à-dire celui-ci sera disponible juste après en replay, mais les deux autres précédents sont également disponibles en replay.
Je crois, Frédéric, de ton côté aussi, il y a des webinaires qui sont toujours Ouais, prévus sur le sujet. j'ai bah, cette semaine, alors bon, c'est en anglais dans le texte parce que bon, l'éditeur est norvégien, donc c'est compliqué de faire en français, mais je vais en faire une déclinaison française parce que c'est un élément qui me tient beaucoup à cœur, c'est la gestion photo, quand je pense qu'un certain nombre le savent. Et finalement, je vais reprendre, puisqu'on a l'éditeur PhotoWare, en fait, fête les 25 ans de PhotoStation, qui est un logiciel d'édition, de métadonnées et d'organisation, de classement des photos. Donc, je vais partir sur une démo live pendant 20 minutes et montrer comment Oclès sait organiser ses photos. Donc voilà, si en tout cas ça intéresse. Et je ferai une déclinaison française pour que tout le monde puisse en tout cas en profiter. Le plus important aussi sans doute, c'est finalement un petit peu dans la même suite logique de ces quatre séries. Et je remercie encore Archimag en tout cas d'avoir organisé cela, parce que je pense que, on l'a vu aussi d'ailleurs dans un sondage la semaine dernière, que vous êtes quand même demandeur à ce niveau-là de plus d'informations. Bon, moi je suis évidemment au-delà des parties expertise, aussi un fan de tous ces environnements depuis 25 ans. Et je pense qu'on peut en faire, en tout cas, on peut partager cette information encore beaucoup plus et beaucoup mieux dans notre cher pays. Donc en parallèle de cette série que l'on a fait en français, puisque je travaille en parallèle aussi avec la Dam Foundation et Equity Software Company, qui est une société anglaise, on va lancer une série de 6 webinaires entre fin mai et début août. Alors pourquoi si tard? Parce que globalement, le déconfinement, il se fait pas forcément en même temps, on va dire, chez tout le monde, notamment côté anglo-saxon, puisque l'Angleterre, ça va être un petit peu plus tard, et aux États-Unis, bon là, c'est très diversifié suivant les États. Mais à travers ces webinaires, là, on va rentrer dans des éléments plus techniques, qui vise véritablement à poser les fondations du nouveau modèle d'âme. Voilà, c'est en 2020, on peut se poser la question, fruit de toutes ces expressions de besoin, comment challenger une solution de dame au-delà du prix, au-delà d'une liste de fonctionnalités. Et donc là, je vous engage en tout cas à vous inscrire, c'est complètement gratuit. Et on essaiera en tout cas sur 6 présentations extrêmement détaillées. Alors un peu plus technique que ce on a pu faire ensemble, mais en tout cas, vous aurez un très bon aperçu et notamment une assez bonne classification de tous les éditeurs du marché. Très bien. Alors, bah, pour l'instant, on n'a pas de questions. Alors, moi, j'en avais une, justement. C'était, tu parlais tout à l'heure des révisions, des annotations. Même si je sais à peu près comment ça se présente, je voulais avoir ton avis. Ça se présente un peu comme ce qu'on fait sur un PDF, c'est-à-dire qu'on peut annoter une partie d'un visuel, dire changer la couleur, changer le texte, la police, etc. Mais Voilà, aussi, c'est ça, je me ouais. demandais si ces fonctions, elles étaient présentes uniquement dans les solutions très ciblées, orientées packaging dont on a parlé, ou si elles se retrouvaient Non, dans d'autres. aujourd'hui, ouais, aujourd'hui, cette notion d'annotation, on la retrouve plus enfin pas uniquement sur les éditeurs véritablement dédiés à ce type de marché qu'on a évoqué, Esco, Dalim, Hybrid Software, etc. On le retrouve aussi très couramment, je pourrais vous citer plein de dames, hein, que ce soit les binders Cellum Media, Sidecore, etc. Enfin, ça devient le standard, parce que évidemment, comment je vais dire, la validation du visuel, à sa correction et du coup à sa gestion de révision, parce que qui dit annotation indique que derrière, on va être capable de gérer une révision. Alors pour les meilleurs d'entre eux, on va être aussi capable après de comparer les révisions. Au niveau des annotations, après, bon, il faut toujours, en principe, l'idéal, c'est que si vous avez annoté un document en ligne et que vous le récupérez par exemple votre PDF, c'est d'être capable d'être compatible avec les annotations PDF. Donc là, c'est à vérifier, parce que ce n'est pas forcément le cas de tous. Ou vice-versa, si vous avez annoté un document PDF, que vous l'uploadez dans votre système, vérifiez que ces annotations sont récupérées aussi. Oui, donc là, c'est un petit test qui est intéressant à voir, parce que si on apporte une annotation d'un côté, qu'on sort le document, qu'on perd ses annotations, là, il y a un petit manque de logique métier. Voilà. En tout cas, c'est comme ça que ça se présente, avec fruit d'un jeu aussi d'expérience utilisateur. On cite souvent Acrobat, mais je ne suis pas convaincu que ça soit la meilleure expérience utilisateur, qui reste quand même très technique. Même si Adobe essaye au fil des révisions d'améliorer ça, je vois quand même beaucoup de gens, ça reste notamment dans tous les environnements, quand vous êtes dans la version professionnelle d'Acrobat, j'en connais encore beaucoup on va dire, qui rament pour afficher la bonne information, et comment interpréter aussi cette information. Donc là, l'avantage des solutions d'âme qui ont cette fonctionnalité,
apporte quand même beaucoup plus de simplicité, hein. C'est-à-dire que je dis toujours, faut pas être ingénieur à la NASA pour quand même être capable d'annoter un document. Donc là, il faut beaucoup d'expérience utilisateur, avec aussi des notions de reply, de réponse, pardon. Ces notions de discussion qu'on évoquait à travers des Slack, des choses comme ça. En tout cas, ce n'est plus la panacée de simplement quelques éditeurs, c'est véritablement quelque chose que l'on voit de plus en plus couramment. D'accord. Alors, il y a Yael qui nous demande s'il existe une liste des solutions de DAM dont on parle ou un référentiel à peu près lisible. Est-ce qu'à ta connaissance, il y en a une? Parce que alors, dans le guide 66, vous avez un panorama, mais il n'y a pas tous les éditeurs, loin de là. Ouais, c'est ce que j'allais dire. Est-ce que, Frédéric, de ton côté? Ouais, alors si vous reprenez le premier webinaire que l'on a fait, qui est disponible en ligne, hein, vous retrouvez sur le site d'Archimag, j'avais effectivement évoqué un petit peu ce classement des solutions, alors qui est le fruit d'organisations entre guillemets internationales, bon, très souvent américaines. Mais bon, on peut le voir aussi que Eric aussi a fait un très bon travail aussi dans le Mac 66 pour classifier ces solutions. Je dirais que quelle que soit la classification que vous retrouverez donc dans le document du webinar 1, après tout ce site est à prendre avec des pincettes. Je dis souvent, et j'ai eu le retour par exemple, alors forcément d'éditeurs de solutions en disant vous m'avez pas cité, etc. Aujourd'hui, on est sur une centaine de solutions d'âme. Après, évidemment, on va essayer de citer les plus couramment, en tout cas celles que l'on voit le plus couramment utilisées auprès des clients, parce que pour moi, à un moment donné, c'est aussi une certaine légitimité. La seule légitimité qui prévaut dans ce domaine-là, c'est celle du client. Voilà, c'est la seule validation pour moi qui compte. Donc effectivement, fruit de cette validation, on a un regroupement de solutions. Maintenant, suivant les métiers, si on est vraiment purement phototech, bah, on va être plutôt sur un certain type de solution. Dès qu'on est par exemple sur de la syndication, comme on l'a vu la semaine dernière, bah, il faut des connecteurs. Donc bah, évidemment, on sera peut-être sur ce que j'avais appelé enfin ce que le Real Story Group appelle les middle solutions. Donc des solutions qui sont capables de se connecter. Puis après, on va être des solutions plus complexes. Typiquement, par exemple, si on veut être capable de gérer toutes ces granularités, par exemple packaging, donc là, de tête, je me rappelle, on avait les OpenText, les Aprimo, enfin toutes ces solutions-là qui sont bah, d'un autre niveau en termes, entre guillemets, d'entreprise, qui vont proposer toute une série de connecteurs. Donc c'est comme ça un petit peu que ça se classe. Maintenant, je vous dis, tout ceci, c'est à prendre avec des pincettes. Il faut être bien accompagné. Alors, je ne dis pas forcément que pour moi, on est un certain nombre sur le marché, en tout cas, où vous trouverez toujours des gens qui ont cette expérience. Et je pense qu'Archimax se fait très souvent le relais aussi d'un certain nombre de partenaires qui maîtrisent ces domaines-là. Et on a la chance en France aussi d'avoir quand même parmi les plus grandes sociétés de conseil. Donc là, il faut toujours être accompagné. Et puis, suivant la branche de métier, essayer d'avoir les gens qui connaissent ce métier-là. Parce que quelqu'un qui ne connaît pas typiquement le packaging et qui essaie de vous accompagner, forcément passera à côté peut-être de l'essentiel. Et alors, je complète la réponse en disant qu'effectivement, si vous faites des recherches sur le site archimag.com, vous allez trouver pas mal d'articles et de contenus qui sont liés à différentes fonctionnalités ou différentes solutions. Vous allez pouvoir compléter ça avec l'e-book dont je vous parlais, qui a été fait en partenariat avec certains éditeurs, qui ne sont pas forcément les mêmes que ceux que vous allez retrouver dans le guide 66. Donc là, vous aurez déjà un panorama des solutions qui sont proposées, en tout cas sur le marché français, qui sont bien présentes. Alors, une dernière question, Frédéric, est-ce que tu connais le pourcentage ou la part, en tout cas, de solutions DAM open source VS des produits développés par des éditeurs? Alors en fait, ce qui est assez marrant, c'est que quand on se pose cette question-là, si on regarde bien, et c'est là souvent où, du côté de la Dame Fondation, et c'est aussi d'ailleurs sur le site de Equity Software, si vous cherchez aussi à challenger les solutions, vous trouverez un système de comparaison. Là, je le dis en aparté également aussi là, par rapport à la question précédente, puisqu'on a pratiquement testé plus d'une cinquantaine de solutions et vraiment dans le détail. Euh, donc effectivement, quand on regarde toutes ces solutions-là, au niveau des éléments techniques, elles utilisent quasiment toutes des librairies open source telles que les FFmpeg, telles que ImageMagick ou encore Elasticsearch. Donc finalement, c'est là aussi que je dis que de temps en temps et quelquefois souvent,
Et de plus en plus, et c'est ce qui est bien, la part des solutions open source est grandissante, parce que finalement, vous vous retrouvez quasiment avec le même type de moteur qu'une solution, entre guillemets, éditeur d'un éditeur standard. La différence, ça va être quoi? Ça peut être des notions de support, ça peut être des notions d'accompagnement également. Il y a un très bon exemple, alors on ne parle pas de DAM et de PIM avec Akeneo, hein, qui est une société française qui a une déclinaison complètement open source, donc libre à chacun de l'utiliser, même si la version entreprise, donc payante, mais beaucoup moins chère qu'un certain nombre d'autres solutions, va vous permettre d'apporter un peu plus, parce que bon, on va dire que c'est normal, il y a du service, donc ils ont rajouté des composants. Maintenant, pour connaître la part exacte, je dirais que ça reste encore peut-être un trop faible pourcentage en France. Il me semble, dans un article du côté d'Archimag sur la BNF, il y a des chiffres autour de 15 à 20% en France qui étaient évoqués. Mais bon, je sais pas, ça serait quand même à vérifier. Mais il me semble que j'avais lu cet article suite à un bon reportage qui avait été fait l'année dernière dans Archimag sur la gestion documentaire, tout le projet de gestion documentaire à la BNF à Paris. Maintenant, je peux vous dire que d'expérience, je connais par exemple plein d'entités comme des mairies, comme des organisations qui utilisent des solutions d'âme open source. Alors à ce niveau aussi, vous en avez là aussi, je crois on en avait cité un certain nombre, comme des solutions comme Phrasea, enfin, les solutions que vous retrouvez aussi dans Archimag, hein, là dans le numéro 66 qui a parfaitement décrit. D'ailleurs, Eric a pris soin de les décrire avec un espèce d'octogone où en fait on essaye de mesurer la plus grande surface, la meilleure capacité à traiter tous les sujets, suivant 4-5 points majeurs. Donc là, vous retrouverez aussi un échantillonnage de solutions. Voilà. Bon, maintenant, moi, ce qui me fait toujours effectivement sourire, c'est même une solution éditeur, elle utilise des composants open source. Donc voilà, donc dans certains cas, c'est très bien. Mais par exemple, pour traiter des fichiers complexes, quelquefois, j'aimerais quelque chose de plus. Parce que une librairie, par exemple, open source, sur certains fichiers, une image magique ne sera pas capable de traiter à 100% un fichier en tant que tel Photoshop et toute sa complexité. Voilà. D'accord. Alors, une dernière question et après on vous libère. Qu'est-ce que tu vois comme évolution majeure, ou en tout cas marquante, sur le DAM et autour du DAM pour les prochaines années? Quelles évolutions tu penses que ça peut prendre? Alors, À la fois techniquement, peut-être, hein, ouais, je pense qu'il y a une première évolution majeure qui est d'abord toute la partie cloud, hein. Bon, je ne fais pas preuve d'innovation en disant ça, mais disons qu'on est quasiment avec plus de 90% aujourd'hui de solutions cloud. Et donc, de fait, un éditeur qui aujourd'hui n'a pas ce type d'offre à son panier, ça va être quand même compliqué pour les années qui viennent. Ce qui n'empêche pas qu'on aura toujours dans les très grandes entreprises des modèles hybrides, voire dans certains cas encore en premise, hein. C'est encore possible sur des très grandes volumétries. Je dirais qu'aujourd'hui, il y a un point essentiel pour moi dans l'évolution de DAM, en tout cas, c'est l'optimisation d'expérience utilisateur et l'agrégation, ce qu'on appelle de microservices. Je pense qu'on a tous entendu parler qu'aujourd'hui, finalement, un Amazon, un Google, un Microsoft ont des milliers de microservices. Donc, de, on est toujours dans cette notion d'intégration, de choses intelligentes au regard de l'expérience client. Donc là, on peut encore faire beaucoup mieux. Il y a un certain nombre d'éditeurs qui travaillent très, très durement pour effectivement ne pas faire une liste de fonctionnalités, mais apporter de l'intelligence à l'outil. Voilà. Et toujours travailler cette expérience utilisateur qui est pour moi fondamentale. Toujours plus de responsabilité, de disposition sur la partie mobile, mais aussi de sécurité. Voilà, on est aussi dans des environnements, et je crois que c'était l'avant-dernier webinaire où je montrais un graphique, une étude de chez Mulsoft qui montre que la première préoccupation des marques, c'est la sécurité. Toutes les marques font aujourd'hui souffrent d'espionnage ou en tout cas doivent gérer un- beaucoup de tentatives d'espionnage. Donc une solution d'âme aujourd'hui en 2020 sur le cloud doit être complètement sécurisée et je le vis auprès des clients. Le process de,
de validation de cette sécurité est de plus en plus long. Ça passe à travers des pen tests, ça passe à travers des études extrêmement techniques parce qu'à un moment donné, le contenu de la marque, il est mis à disposition. Donc ça, c'est une des clés majeures aujourd'hui des solutions. Le cloud, c'est bien, mais il faut que ça soit sécurisé. Et je rajoutais bien sûr une expérience utilisateur intelligente. Entendu, Frédéric. Eh ben, écoute, merci. Merci Merci à encore tous. pour ces informations. Merci à tous de nous avoir suivis ce matin. Il est 11 heures. On vous souhaite une bonne journée et donc on vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un dernier webinaire sur le DAM et la valorisation de son patrimoine, de votre patrimoine audiovisuel. Voilà, n'oubliez pas donc d'aller, on vous enverra donc dans la foulée la présentation. Vous pourrez aller cliquer sur tous les liens et parcourir et vous nourrir d'autres informations. Et n'oubliez pas d'aller sur archimag.com ou de feuilleter le guide pour trouver de nouvelles solutions et trouver des conseils sur le sujet. Voilà. Au revoir à tous, bonne journée, Frédéric. Merci à À tous. bientôt. Au revoir. Au revoir, Eric. Au revoir.